Génération Parent, votre podcast sur la parentalité du XXIe siècle, sans filtre et sans culpabilité. Et comme chaque début de semaine, on démarre avec une question d'actualité éducative pour rester informé et engagé dans sa vie de parent. Avec moi, Solène Delphine. C'est parti. Et c'est parti avec la présentation des invités du jour. D'abord, nos expertes permanentes que vous connaissez très bien. Axel Dessein, directrice d'Internet sans crainte, notre référence sur l'éducation au numérique et les usages responsables des écrans. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Et Barbara Meyer, notre experte équilibre vie professionnelle et personnelle qui revient de 10 ans aux États-Unis et aussi l'autrice de J'arrête d'être débordée. Bonjour Barbara. Salut tout le monde. Et notre invité spécial du jour, Baptiste Michel, expert en stratégie d'apprentissage nouvelle génération basée sur les neurosciences. Baptiste, tu es double médaillé de France de lecture rapide et de mind mapping. Impressionnant. Après 8 ans dans les plus grandes banques françaises, tu as choisi de transmettre tes méthodes disruptives d'apprentissage, concentration, lecture rapide, mémorisation, productivité. Et à tes heures perdues, Ultra Trail. Impressionnant. Bienvenue Baptiste, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bonjour Axel, bonjour Barbara et bonjour Solène. Ravi d'être avec vous. Allez, on démarre avec l'actualité de la semaine. Donc, cette semaine, on a vu passer des chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale sur l'école inclusive. Tenez-vous bien, 42 000 élèves sont en situation de handicap et dans l'attente d'un accompagnement au mois d'octobre. 42 000, c'est énorme. Pour faire une idée, c'est comme si on laissait sans accompagnement tous les élèves en situation de handicap de 3 académies entières. Et derrière ces chiffres, il y a des enfants, des familles et des enseignants en difficulté. Donc, on a aujourd'hui en France, on a quand même 520 600 élèves en situation de handicap. C'est 5 à 6% des élèves par an. Et pour vous donner un exemple, dans les Bouches-du-Rhône, il y a 43% des besoins qui sont non couverts. Ça veut dire qu'il y a 7 000 élèves sur 16 000 qui n'ont pas d'accompagnateur alors qu'ils sont en situation d'handicap. Ce qui fait que, on a d'un côté des familles et des enfants qui ont des difficultés au quotidien dans l'accompagnement de leurs enfants, et puis des enseignants qui se retrouvent aussi avec des élèves en situation de handicap qui doivent gérer en plus de la classe puisqu'il n'y a pas assez d'AESH. Qu'est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez vu ce chiffre passer? Peut-être toi, Axel, qui travaille aussi sur l'inclusion numérique. Est-ce que tu vois aussi ce problème dans l'inclusion scolaire? Je suis pas surpris de ces chiffres parce que ça vient traduire une réalité qu'on rencontre sur le terrain. D'ailleurs, nous, à Internet sans crainte, on est aussi souvent sollicités pour voir si on n'a pas des ressources pour pouvoir s'y adresser ce public-là. Et on a d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler, une plateforme qui s'appelle Inclusive, qui est mise à disposition des enseignants où on leur propose justement des outils pour pouvoir accompagner les jeunes sur ces sujets, de pouvoir apprendre aussi à adapter du contenu. Mais l'idée, c'est pas de leur mettre cette charge supplémentaire. Et puis moi, voilà, c'est l'occasion de dire aussi que ça me parle personnellement puisque je suis maman d'un enfant en situation de handicap. Donc j'ai connu ça. Nous, on a pu être à ses côtés, l'accompagner, mais on a vécu, voilà, et maintenant il est à la fac et ça se passe très bien. Mais on a vécu très concrètement le moins en moins d'AES et le fait de devoir effectivement répartir un nombre d'enfants sur une seule personne par établissement, où on se retrouvait à négocier presque le nombre d'heures pour son enfant, jusqu'à finir par dire on va collectivement, entre parents, on se disait on va plutôt laisser ces heures auxquelles on avait droit, parce qu'on avait une notification MDPH, à celui qui en avait le plus besoin. Et on devait même faire des déclarations pour dire qu'on rejetait nos heures d'AESH. C'était fou. Malheureusement, je vois que la dynamique continue. Ouais, et moi j'ai l'impression que c'est de pire en pire aussi parce que
Donc on va arrêter de dire qu'il y a une mode des enfants neuroatypiques, c'est juste qu'en fait, on est capable de les identifier alors qu'on n'était pas capable de le Exact. faire, il y a 10, 20 ans. Mais on n'a pas augmenté le nombre de recrutements, alors qu'on a ces identifications qui font, qu'il faut accompagner des élèves qui sont, TDAH, qui sont, dysorthographiques, dyscalculie. Enfin voilà, et donc aujourd'hui, le ministère n'a pas changé, le nombre d'AESH, et puis en plus, ils ont des difficultés de recrutement. Barbara, toi, que si on se place du point de vue des familles, ça doit être un calvaire organisationnel, tout ça. Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est un peu cauchemardesque et l'anecdote, c'est ma sœur a été AESH, pendant longtemps et c'est des contrats, hyper précaires, en fait, pour eux aussi, de l'autre côté. Donc en fait, ils font leur maximum, et elle jonglait effectivement avec des parents, quitte à les accompagner après l'école, qui avaient des besoins, de soutien. Donc il y a une vraie contrainte. Il y a à la fois le légal, il y a le financier qui rentre en jeu et puis, la disponibilité des AESH. Aux États-Unis, comme le homeschooling est très développé, quand on a un enfant en situation de handicap, il y a beaucoup de ressources de homeschooling. Il y a beaucoup de parents et évidemment, comme il n'y a pas du tout de soutien, public, enfin presque pas, les familles viennent, homeschooler les enfants, et ça rend les choses, compliquées. Moi, je pense que quand on est dans cette situation, le meilleur plan, c'est de travailler dans des grands groupes qui peuvent, mettre des congés, ou aider les parents à prendre des congés. Mais sinon, c'est, sur le quotidien, je pense que c'est vraiment, ouais, ça doit être cauchemardesque. Ça crée des Nous, grandes chez nous, inégalités. l'école à la maison sera pas une solution puisqu'ils ont changé les règles de l'école à la maison. C'est un enfer, pour, pouvoir faire l'école à la maison, les dossiers, et cetera. Donc en fait, même cette option-là, pour dire à certains parents: «Bon en fait, vous allez faire l'école à la maison, ce sera plus simple», c'est même pas possible en France. Donc en fait, des 2 côtés, tu es bloqué, quoi. C'est ce qu'on voit. Baptiste, toi, est-ce que tu as des parents qui te contactent, justement par rapport, au fait que, leurs enfants ont besoin d'un apprentissage personnalisé et qui trouvent pas, en fait, à l'école, des éléments qui pourraient les aider? Oui, alors j'en ai, des parents qui sont en recherche de solutions, j'en ai beaucoup, qui parfois sont très démunis et je veux juste dire en introduction, moi je les dirige toujours vers un professionnel. Moi ce que je donne ce sont une caisse à outils, il y a beaucoup de choses qui marchent et après c'est très aussi expérimental aux parents de s'adapter à l'enfant. Mais quand on parle de handicap, il y a un spectre qui est très large, et d'ailleurs les AESH, doivent aussi, être capables de répondre à tout le spectre et après, a parlé tout à l'heure des troubles aussi. Alors, handicap, trouble, il faut bien faire la distinction évidemment, mais même dans les 10, alors je sais pas, je prends par exemple les troubles 10, dyslexie. D'ailleurs, parenthèse, mais dyslexie, c'est je comprends pas pourquoi on appelait ça comme ça. Déjà qu'ils ont un problème, avec, les lettres. On dit: «Bon, on va te mettre un S, un Y, un X, vas-y débrouille-toi avec». Donc toute la vie, tu vas galérer à dire dyslexie. Mais même dans l'éventail des troubles 10, il y a un spectre très large avec des degrés variables. Et par exemple, juste, alors je le dis de manière résumée, mais par exemple sur, des techniques de lecture rapide, alors on parlera de lecture rapide sûrement tout à l'heure parce que c'est très controversé et puis sur internet on trouve de tout et de rien. Mais sur la lecture rapide, en fait, des personnes qui sont dyslexiques, par exemple, vont avoir du mal à buter ils vont buter sur des mots lorsqu'on va ralentir et qu'on doit prononcer absolument tout et donc ça va être leur difficulté et par exemple, quand on va devoir lire rapidement, scanner un texte, dégager du sens et bien, en fait, leur handicap va devenir un super pouvoir. Évidemment, je caricature un peu, mais pourquoi? Parce que des personnes qui sont dyslexiques, elles ont une espèce de dictionnaire de synonymes et de substitutions et quand elles savent très bien qu'elles vont buter sur un mot et donc elles vont le remplacer, donc attention au contresens. Elles vont être capables de pouvoir, complètement dégager un sens beaucoup plus vite que d'autres personnes. Moi, en général, pour valider, les compétences d'un enfant, on se base sur 4 grands piliers. Alors je tire ça de l'éminent, Stanislas Dehaene, mais le premier c'est l'attention. Donc c'est comment est-ce que j'arrive à faire qu'un enfant reste impliqué dans une matière. Donc avec des techniques de concentration, de posture d'apprentissage. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais avec, tous les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué de les garder impliqués, donc l'attention. L'engagement actif,
Donc c'est clairement qu'ils le subissent pas, que ce soit pas une corvée. Donc des techniques pour avec de la ludification, de la gamification, acquérir la compétence appétitive du savoir. Voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir. Parce que si on le voit comme une corvée, au bout de 2 minutes, on perd l'enfant et il se passe rien. Donc être capable d'être attentif, l'engagement actif. Et après, il y a le retour sur erreur, le feedback. Le feedback, c'est jamais un apprentissage continu. Évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est important de donner toujours un retour sur erreur à l'enfant et qui développe la compétence de se sentir capable d'y arriver. Et le dernier, c'est la consolidation, c'est le fait de réviser, de se tester, parce qu'en fait, ça rentre pas tout du premier coup, et donc il faut euh, répéter ces techniques-là. Donc ça, c'est des choses qui vont toucher tout le monde, et après, on va devoir les adapter en fonction des différents handicaps. Mais il y a évidemment des particularités des enfants, mais il y a aussi des dénominateurs communs, des lois de la gravité que tout le monde va suivre. Et c'est un peu les réponses que je fais. Donc d'aller voir des spécialistes en même temps, de travailler sur ces thématiques-là que je viens. Et on se dit que sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un énorme pan de formation du personnel éducatif. Je trouve que ça va un petit peu mieux. Je vois au fur et à mesure des années, je trouve qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui s'emparent de ces sujets d'apprentissage, mais c'est pas encore tous les enseignants. Et ça complexifie énormément les choses, parce que si les enseignants étaient formés là-dessus, peut-être un peu moins aussi ce problème d'AESH. Enfin bon, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Je vous tiendrai bien sûr informé. Mais bon, c'est quelque chose que je pense qu'il faut garder en tête, surtout dans les classes de nos enfants. Moi, je sais que dans l'école de mes jumeaux, il y a une classe Ulysse où il y a une vingtaine d'élèves, et mes enfants ont toujours eu des enfants de classe Ulysse, et je pense qu'il faut être aussi vigilant, et aussi dire à nos enfants qu'il faut aider ces élèves quand on le peut. Si vous avez aimé cet épisode de Génération Parents, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, et de nous laisser un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.